Salut Internet. En juin 2014, ces photos font le tour du monde. Cet homme, c'est Jeremiah Heaton, un Américain venant d'une mini-ville au fin fond de la Virginie, qui vient de se taper 14 heures de 4x4 en plein désert égyptien pour atteindre une zone inhabitée, y planter un drapeau et dire « Puisque personne ne veut de cet endroit, je décide que cette Terra Nullius est maintenant mon royaume et ma fille Emily en est la princesse et vive les Cartugio ». Non, il n'a pas conclu comme ça. Bon, comment ça, personne veut de cet endroit? Qu'est-ce que c'est un Terra Nullius? Et, question importante, comment faire si nous aussi on veut s'approprier un endroit sur Terre? On en parle tout de suite, bienvenue dans Maps. Ok, c'est simple. Je schématise, mais en gros, il y a 3 catégories de Terra Nullius. Littéralement, le territoire de personne. Déjà, il y a des terres où personne ne vit, qui ne sont revendiquées encore par personne, et donc que pas mal de monde, des États généralement, tentent de mettre la main dessus en mode « Eh attendez les gars, y a personne là? C'est à personne ici, on est d'accord? Eh, ça tombe bien, moi je suis là, j'ai mon drapeau, voilà, c'est chez moi. Tranquille. » Ensuite, il y a des terres où tout le monde a dit « Les mecs, pour le bien de l'humanité, personne va revendiquer cet endroit. » On est bien d'accord? Tenez. Petite signature, ah, ok, c'est très bien, on est d'accord. Et enfin, il y a des terres que personne ne veut. Aucun État, vraiment personne. Vous voulez des exemples fascinants pour chaque catégorie? Pas de problème. Donc, catégorie 1. C'est nouveau, c'est à personne, du coup, j'y plante mon drapeau et c'est à moi. C'est peut-être le cas le plus courant de Terra Nullius et le plus intéressant. Parfois, ça se passe assez simplement. En 1711, un navire français est le premier à débarquer sur l'atoll de Clipperton, paumé dans le Pacifique Nord. Avance rapide, en novembre 1858, Napoléon III publie un décret pour annoncer au monde entier que c'est bon, c'est français, basta. Il y a bien eu quelques contestations avec le Mexique, avec les États-Unis, mais officiellement, c'est bien resté français. Et puis parfois, ça se passe moins simplement. Et très souvent, c'est à cause de ça. Des giga-éruptions de volcans sous-marins qui, magie, forment une île. C'est trop cool. Il suffit de pas être loin avec son bateau, d'attendre que ça se calme et que ça se refroidisse un peu. Et hop, un petit drapeau, et c'est à moi. Ferdinandea. Comme vous ne le voyez pas, cette île se trouvait ici. En 1831, giga-éruption, l'île fait surface, 5 km de circonférence, point culminant à plus de 60 mètres de haut, c'est pas juste un petit rocher. Elle se trouve à 30 ou 40 bornes de la Sicile, donc logique, à l'époque, le royaume des 2 Siciles va y planter un drapeau, pas de problème. Sauf que, c'est pas loin de Malte non plus. Malte, alors contrôlée par les Anglais. Donc ce beau capitaine prend la mer et va aussi sur l'île pour y planter le drapeau britannique. Sauf que c'est aussi pas très loin de l'Algérie, qui venait d'être française depuis peu. Donc une équipe française est envoyée sur place, dirigée par ce géologue, un monsieur Prévost, et hop, 3e drapeau! Non mais c'est dingue! Et attendez, c'est pas fini! Même les Espagnols s'y sont mis, en mode « Oui, alors, pardonnez-nous, on voudrait pas mettre le bordel, mais lors de la dernière éruption en 1701, techniquement, la Sicile était à nous, donc cette île aussi. » Bref, tout ça là, toute cette pagaille géopolitique, pour rien du tout. 6 mois plus tard, l'île n'existait déjà plus. Et de nos jours, c'est simple, les Italiens ont pas pris de risque, ils ont déposé une plaque sous l'eau pour dire « c'est à nous ». Voilà. Mais attendez, c'est rien encore. Autre petit exemple très sympathique, vous connaissez les Açores, petit archipel magnifique dans l'Atlantique qui appartient aux Portugais. Et ben c'est un peu la même histoire. Hein. En 1811, le navire anglais HMS Sabrina patrouille là-bas. Bon, je fais court, mais en gros, à ce moment, les Britanniques sont alliés des Portugais contre les Français pendant la guerre d'indépendance d'Espagne. Je suis d'accord, on s'en fout un petit peu pour l'histoire, mais c'est pour ça qu'il y a un navire anglais. Et puis un matin, à genre 2 km des côtes de São Miguel. C'est dans les Açores, à 2 km d'une île portugaise gigantesque, au sein d'un archipel portugais, le petit bout de terre qui sort de la flotte est donc portugais. Nope. Il est anglais, parce que le capitaine du HMS Sabrina a accosté, a planté le drapeau britannique et a dit « Here we will speak English ». Bonne ambiance entre alliés. En plus, puisque le gouvernement portugais est en exil au Brésil au moment où ça se passe, parce qu'il y a peut-être des soldats français qui sont arrivés à Lisbonne, bon, il y a peu de contestations. Et quand finalement les Portugais se réveillent pour se plaindre,
l'île avait déjà disparu. Pour pallier à cette problématique de terre qui disparaît, c'est chiant quand on veut la revendiquer, les États-Unis sont experts en la matière. Ils ont eu du flair. En 1856, ils ont fait une loi. À l'époque, faut savoir que le guano, c'est vraiment trop cool, d'accord? C'est du super engrais. Vive le caca d'oiseau. Donc, cette loi dit tout simplement que n'importe quel citoyen américain qui trouve une île qui a du guano, île qui n'est revendiquée par aucun gouvernement, qui n'est habitée par aucun citoyen d'un autre gouvernement, donc techniquement des terra nullius, bah let's go. Il peut s'y installer, il ramasse son guano et on dit que c'est américain. Le Guano Island Act, c'est un incroyable move de génie qui leur permet d'avoir beaucoup d'îles. Encore maintenant, ils en ont chopé beaucoup. Par exemple, l'île Howland ou l'île Jarvis. Tout ça, ça vient de cette loi. Et en plus, ça leur permet de récupérer une sacrée zone économique exclusive en plus des nouvelles terres. Non, vraiment, c'est tout bénef, ils sont trop smart. Bon, messieurs, dames, ça c'était la première catégorie des terra nullius. La deuxième est bien plus simple parce qu'elle ne concerne qu'un seul lieu sur notre planète. La terre Mary Bird, qui est magique. 1,6 million de kilomètres carrés. C'est la taille de l'Iran, d'accord? Et il n'y a rien sur place. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas de drapeau, il n'y a rien. Le seul locataire sur place, c'est de la neige. En 1959, le traité sur l'Antarctique est signé par plein de pays qui disent en gros « Bon, ça devient vraiment n'importe quoi ici. Alors, on gèle toutes les revendications. Personne ne peut plus revendiquer de nouveaux territoires en Antarctique à partir de maintenant. Et on fait de la science ensemble comme des adultes responsables. » Résultat, comme personne n'avait eu le temps de revendiquer Mary Bird avant le traité, ben plus personne peut le faire maintenant. Alors, des petits malins ont essayé de gruger le grand-duché de Flandrensis, celui de West Arctica. Je vous renvoie vers ma vidéo sur les micronations, évidemment, tout ça ne compte pas. Bon, et la troisième catégorie alors, la plus surprenante peut-être, des endroits qu'aucun pays ne veut revendiquer, c'est quand même fou ça. De nos jours, il en existe deux, mais on en reparle juste après parce que j'ai voulu creuser un petit peu. Est-ce que c'est un truc qui arrivait souvent dans l'histoire? Et mine de rien, pas tant que ça, mais j'ai trouvé un cas fascinant et récent en plus. Direction l'Afrique de l'Ouest, entre le Burkina Faso et le Niger. Comme souvent, les puissances coloniales ont tracé des frontières de façon légèrement arbitraire, n'importe comment, sans consulter les principaux intéressés. Résultat, en 2010, les deux pays se rendent compte qu'il y a un bon tiers de leurs frontières, soit près de 1000 km quand même, sur lequel ils sont pas d'accord. Mais ils font ça de manière pacifique, ils commencent pas à se taper dessus, ils vont voir la Cour internationale de justice pour dire « Salut les gars, vous allez bien? Dites, voilà nos cartes, est-ce que vous pouvez nous donner un petit coup de main s'il vous plaît ?» Et c'est là que ça devient drôle. Chaque pays est arrivé avec sa propre version de la frontière. Et quand on compare, on trouve quelques anomalies. Je le sais, je me suis tapé tout le jugement. Tout ce que vous voyez là, toutes les coordonnées GPS des deux versions de la frontière, je suis allé voir à quoi ça correspondait. Et je vais vous prendre un petit exemple. Pour le Burkina, sur cette partie, la frontière était une ligne droite de ce point à ce point. Le Niger a répondu « Oui, on est d'accord sur ces deux points, sauf qu'entre les deux, nous on a rajouté un point ici, là, à cet endroit. » Et comme vous le voyez, ça fait un triangle. Les deux pays ont dessiné un triangle que personne ne revendiquait. Un petit morceau de terre paumé, sans statut, sans drapeau, sans rien. Un véritable terra nullius, très sympa pour les gens qui habitent là. Je suis allé voir s'il n'y avait pas des habitants. Il n'y a pas juste des habitants, il y a genre un énorme village pile au milieu dont j'ai pas trouvé le nom. Finalement, la cour a tranché, à cet endroit-là, la frontière du Burkina est la bonne, et le triangle est donc passé côté Niger. Fin du suspense et fin de cette micro-terra nullius. Je pense que vous avez capté le principe, maintenant vous voulez forcément savoir quels sont ces deux endroits sur Terre où ça existe encore. Eh bien sachez que le premier n'est pas très loin de chez nous. Ça se passe sur la frontière entre Croatie et Serbie, on zoome un petit peu. Vous allez voir que les deux pays ne sont pas d'accord sur où passe la frontière le long du Danube, donc faisons simple, prenons la carte et faisons un petit schéma par-dessus. La Serbie, elle, c'est la plus simple des deux, elle dit « la frontière suit le milieu du fleuve ». Point barre. Pour la Croatie, c'est un peu plus compliqué. Elle dit « non les gars, non, vraiment, pour nous, la frontière suit l'ancien lit du fleuve, celui d'avant les travaux du 19e siècle, donc un petit peu plus sinueux. » Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec deux cas de figure. À droite du fleuve, il y a toutes les zones revendiquées à la fois par la Serbie et la Croatie. Classique dans un conflit de frontières, les deux pays veulent ces morceaux. Mais à gauche du fleuve, c'est là que ça devient fou. Parce que ce morceau de terre, par exemple, il ne rentre ni dans la revendication serbe, ni dans celle croate.
J'en ai compté 4 en tout, dont certains tout petits. Mais lui, par exemple, il est vachement plus gros, dans les 700 hectares. Et vous voyez cette île ? Et pareil, elle est du côté gauche du fleuve, donc la Serbie la revendique pas, et en même temps, elle est du côté droit de l'ancien Lit, la Croatie ne la revendique pas non plus. Une île, Terra Nullius, en 2025. Bon, et forcément, je vous en parlais dans l'intro, on termine avec le plus connu de tous, le Bir Tawil. Mais vous allez voir, tout le monde connaît un petit peu l'histoire du Bir Tawil, mais j'ai creusé, c'est fascinant et bien plus complexe que ça en a l'air. Tout commence le 19 janvier 1899. À ce moment-là, l'Égypte s'appelle encore le Khedivat d'Égypte et est encore officiellement un état tributaire autonome de l'Empire ottoman. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'officieusement, c'est les Britanniques qui tiennent la boutique, tout simplement. Le Khedivat et le Royaume-Uni signent la Convention du Soudan qui dit simplement tout ce qui est au sud du 22e parallèle, c'est le Soudan. Voilà, jusque-là, c'est assez clair. Mais 2 mois plus tard, le 26 mars, les Britanniques se rendent compte qu'il y a une petite boulette. Une ligne de train est censée relier Khartoum à son terminus, Faras, un endroit juste au nord du 22e parallèle, sur les terres égyptiennes. Oh, crotte alors. Bon petit décret, on intègre cette petite bistouquette de terre au Soudan, l'Égypte s'offusque, mais peut pas faire grand-chose parce que je vous le rappelle, officieusement, c'est pas eux qui décident. Et pourquoi ils s'offusquent alors qu'en vue satellite on dirait qu'il y a que de la flotte ? C'est parce qu'à l'époque c'était pas que de la flotte, c'était une vraie zone fertile, le Nil était beaucoup plus petit. Ce n'est que depuis la construction du barrage d'Assouan en 1960 que toute cette zone a été engloutie sous les eaux. Mais 25 juillet 1902, très peu de temps après, un nouvel arrangement administratif est mis en place pour faciliter la gestion des tribus nomades. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des tribus qui passent souvent la frontière, c'est pas très pratique. Donc, puisque le triangle d'Alaïb, c'est ce machin-là, est principalement fréquenté par des tribus soudanaises, hop là, ça devient une terre soudanaise. Et à l'inverse, le Bir Tawil, qui est pourtant au sud de la ligne, sera administré par l'Égypte parce que les tribus locales ont plus de liens avec l'Égypte. Vous sentez le bordel arriver là ? Bah oui, sur le papier, le triangle d'Alaïb, c'est plus grand, il y a un accès à la mer, il y a plein de ressources dans le sous-sol, alors que le Bir Tawil, c'est nul, c'est petit, c'est aride, isolé, et à part quelques mini traces d'or, il n'y a pas grand-chose à gratter. Depuis, chaque pays s'accroche à la version de la frontière qui l'arrange le plus. L'Égypte dit c'est la ligne de 1899 qui compte, donc on garde Alaïb, le Bir Tawil, c'est soudanais, d'accord ? Et le Soudan, qu'est-ce qu'il dit ? Le Soudan, il dit non, c'est celle de 1902 la vraie. Donc le Bir Tawil, c'est égyptien. Bah oui, parce que si l'un des deux accepte le Bir Tawil, ça veut dire qu'il reconnaît que l'autre a raison pour Alaïb. Et ça, c'est inacceptable pour les deux pays. Maintenant, vous savez tout. Mais attention, je voudrais conclure avec une petite technicité. Des Terra Nullius, il y en a pas. Enfin, à part l'Antarctique. Mais dans le cas du Bir Tawil ou de la frontière serbo-croate, techniquement, il y a toujours un pays qui dit que le territoire appartient à l'autre. Le Bir Tawil pour le Soudan, c'est égyptien. Et pour l'Égypte, c'est soudanais. Idem pour la Serbie et la Croatie. Donc sur le papier, ces terres ne sont pas pour tout le monde, à personne. Ça ne peut donc pas être des Terra Nullius. Elles sont juste à quelqu'un qui veut pas les récupérer. Il y a une nuance. Il y a que la terre Mary Bird qu'on peut réellement qualifier de Terra Nullius parce qu'un traité interdit formellement à tout le monde de la revendiquer. Enfin bref, si vous rêvez de fonder votre propre royaume, il n'y a pas beaucoup de solutions, il faut espérer qu'un volcan surgisse pile devant votre bateau. Je vois que ça. En attendant, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à revendiquer votre présence en laissant un commentaire, mettez votre drapeau, dites que vous êtes là aussi. Et bien sûr, donnez-moi votre avis sur ce nouveau format, grâce auquel j'espère pouvoir vous faire découvrir plein de nouveaux trucs en nous basant toujours sur des cartes, parce que vive la géographie bordélique. On se retrouve très vite. Salut Internet.